téléspectatrices donc de commencer à nous préparer. Nous avons déjà visionné cette sortie, nous avons vu quelques extraits sur les réseaux sociaux au cours de ces 48 dernières heures. Donc le monsieur Ferdinand Haïté nous a joué également donc nous a joué encore cet extrait là donc lors de la messe de ce matin ou autour de cet après-midi, mais nous allons avoir encore l'occasion de réécouter cela parce que cela est très important dans la démarche pédagogique que nous suivons ensemble. Merci à chacun d'entre vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre au cours de nos lives. Le dernier live, par exemple, a fait 4000 spectateurs qui ont suivi donc notre live. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas souvent nombreux à vous afficher directement, mais derrière le rideau, vous êtes nombreux à nous suivre et puis nous tenons à vous remercier de votre participation, de votre implication donc dans ce live. Je vais demander à Zita donc de nous jouer l'extrait de vidéo dans lequel je parle de l'extrait dans lequel la gendarmerie nationale togolaise a pris la parole maladroitement avec toute l'incompétence crasse qui caractérise cette institution comme bien tant d'autres institutions de la République. Sortie dans laquelle ils nous ont servi de n'importe quoi, une institution de plus en plus caractérisée par l'absence de valeur morale, l'absence de valeur éthique. Nous allons écouter cette sortie et puis lire aussi la 4e lettre qui est la lettre de réponse de Bikoni. Bonsoir à tout le monde. Donc, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, merci. On y va. Enfin. Contenu audiovisuel manifestement. Dans la suite de cette édition, en octobre dernier, Koumaï Grassa, auteur présumé de contenu audiovisuel manifestement attentatoire à la sécurité intérieure de l'État, a été interpellé. Depuis lors, plusieurs informations ont circulé faisant état de traitements inhumains et dégradants qui lui auraient été infligés dans sa cellule de détention. Après des investigations menées, la gendarmerie nationale a procédé ce jour à une déclaration pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Voici l'essentiel du contenu lu par le chef d'escadron Agba Mazalo. Pour éclairer l'opinion nationale et internationale, hein? L'opinion nationale et internationale. Oui, allez-y. De la nommée Koumaï Bikoni Bijate Grasse, auteur présumé de contenu audiovisuel manifestement attentatoire à la sécurité intérieure de l'État. Ces contenus, diffusés à travers les réseaux sociaux, appelaient à la haine et à la commission de crimes et délits contre à la haine, à la commission des crimes et des délits, c'est ça? Oui. Et en cours d'instruction devant les instances judiciaires compétentes, des allégations faisant état de viol et des traitements cruels, inhumains et dégradants qu'elle aurait subis
lors d'une précédente interpellation le 6 juin 2025, suite à sa participation à une manifestation illégale entretenue et véhiculée à travers divers canaux. Il y a lieu de rappeler que malgré les charges retenues contre elle, l'intéressée avait été remise en liberté dès sa présentation au parquet le 10 juin 2025, en même temps que d'autres personnes, après un rappel à la loi. En dépit de ce rappel à la loi, elle a poursuivi des activités subversives véhiculées sur les réseaux sociaux et en organisant des réunions publiques non autorisées. Aussi, est-il nécessaire d'indiquer qu'au cours de sa garde à vue au groupement de gendarmerie de Lomé, Dame Koumaï, tout comme les 31 autres personnes gardées à vue, dont 9 femmes, a reçu la visite d'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'était déclarée satisfaite des conditions de leur détention. Depuis lors, jusqu'à son inculpation par le magistrat instructeur, en passant par sa présentation au parquet, et ce, en présence de ses avocats, elle n'avait fait cas d'aucune agression sexuelle, ni d'aucun autre traitement cruel, inhumain et dégradant. La gendarmerie nationale réaffirme son engagement à respecter les droits humains et les procédures légales. Elle appelle la population à la vigilance face aux manipulations sur les réseaux sociaux et assure que toute allégation fera l'objet de vérifications et mesures appropriées. Le Togo demeure un état de droit où les autorités judiciaires poursuivent le traitement de ce dossier avec sérénité. Fait à Lomé le 21 novembre 2025. Autre sujet de l'actualité. Voilà. Merci beaucoup Zita, merci pour de nous avoir joué cet extrait de l'audio, de la vidéo. Ça fait très mal. Vous pouvez pas imaginer à quel point, lorsque vous êtes victime de ce que Grace Bikoni décrit, et que le bourreau prend la parole en niant les faits. Vous pouvez pas imaginer ce que ça signifie, quoi. La dernière victime que j'ai accompagnée et qui a obtenu évidemment justice devant le tribunal canadien au Québec, a vécu quelque chose de relativement pareil, mais l'autre n'a pas évidemment été emprisonnée, n'a pas été détenue et tout ça. Mais lorsque le bourreau, l'agresseur, nie les faits, alors que les preuves objectives et manifestes sont là, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait dans la vie des victimes. Ce régime qui utilise la dénégation depuis le début. Depuis le début, toujours, la dénégation, c'est un mot gentil pour dire tout simplement le mensonge. La dénégation, c'est l'inversion des faits. C'est faire le Ponce Pilate, se laver les mains et se mettre dans le rôle d'un innocent. Et ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et quand j'ai vu cette vidéo passer, en réalisant que c'est une femme qui s'est présentée devant les médias pour lire une telle déclaration, ça montre à quel point le mal a atteint un niveau dans notre cher patrie, le Togo. Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec cette Canadienne que j'ai prise en charge pendant pratiquement 2 ans, qui a été totalement déchirée dans son âme, blessée dans son âme, mais qui a tenu bon même au moment du jugement et tout, et qui a vu sa cause défendue, sa cause reconnue, et que
le bourreau a été inculpé, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit dans les semaines qui ont suivi. C'est que personne ne sait jusqu'à aujourd'hui comment les choses se sont passées, mais à peine 1 mois et demi ou 2 mois, lorsque le bourreau a été reconnu comme bourreau, comme coupable des faits, il s'est produit un accident que je ne souhaite pas à ce régime, ou plutôt je veux dire que je veux voir se produire avec ce régime-là. C'est que ce bourreau a été retrouvé dans les cendres de feu, d'une sorte d'incendie qui a brûlé totalement le bourreau. Donc sa maison a pris feu, personne ne sait. En tout cas, je n'ai plus suivi la fin donc de l'histoire pour savoir réellement si l'origine du feu ou l'origine des feux, c'était une origine criminelle, une origine d'origine volontaire ou pas. Mais le bourreau s'est vu sous les cendres des feux et il a été totalement calciné. Et à la dernière rencontre avec la victime, c'est l'information justement donc que j'ai eue. Dieu sait faire justice. La nature a ses lois et la nature tout a réagi en fait. La nature tout a réagi. Lorsque le mal atteint un niveau donné, ce qu'on appelle la logique d'autodestruction, lorsque le mal atteint un niveau donné, c'est plus rien d'autre au fait qui nous punit que la logique même du mal. Avant même de recevoir la punition du divin et des ancêtres, le mal lui-même se charge de nous punir. Et dans la deuxième lettre que je vous ai lue l'autre fois, je vous ai dit, Grace Bikoni elle-même prononce une parole très forte. Et je disais qu'attention, cette parole qu'elle adressait, ou qu'elle adresse à monsieur le japonais que vous connaissez, cette parole, c'est une parole de malédiction. C'est une femme qui saigne déjà et qui est à terre, vous ordonnez qu'on la batte encore davantage. Et Grace nous a dit quelque chose d'effroyable, d'horrible, dans la deuxième lettre que nous avons lue. Et là, le régime ose mettre encore une femme en avant pour dénier les faits. En tout cas, le moment viendra où nous prendrons une fois encore la parole pour analyser cette séquence et analyser donc la lettre de Bikoni. Mais je vais quand même nous lire cette lettre sans trop rentrer dans les détails. Je vais juste en tirer 3 leçons, 3 enseignements pour nous préparer aux événements qui s'en viennent, notamment donc la marche, la mobilisation qui est annoncée sur le 8 décembre. Prison civile de Lomé, donc j'ai reçu la lettre hier nuit, vers 20h, 21h, heure de l'Est. Donc si la lettre est écrite hier et que la lettre m'est parvenue aussi hier, c'est donc montrer à quel point il y a vraiment des courroies de transmission, des gens quand même qui travaillent aussi pour faire attendre la voix donc de Koumaï Bikoni Biaté Grace. Prison civile de Lomé le 22 novembre 2025. Koumaï Bikoni Biaté Grace, sage-femme engagée, femme politique. Je témoigne et je me tiens debout pour la vérité. Je prends aujourd'hui la parole depuis la prison civile de Lomé pour éclairer le Togo et le monde entier sur les événements que je déclare avoir vécus et sur la profonde crise morale. Vous vous souvenez que dans la deuxième lettre, elle parle de profonde crise morale et spirituelle. Donc ici, elle dit, je reprends, je prends aujourd'hui la parole depuis la prison civile de Lomé pour éclairer le Togo et le monde entier sur les événements que je déclare avoir vécus et sur la profonde crise morale que traverse notre nation. Si je parle, c'est parce que le silence serait une trahison envers moi-même, envers les femmes et envers ce pays que nous aimons. Le 6 juin 2025, dans le cadre des manifestations pacifiques, pour réclamer un Togo juste, vivable et vivant pour tous, j'ai été arrêté de manière brutale en pleine ville de Lomé. Conduite dans un lieu de détention, brigade de recherche et d'investigation, la BRI, j'ai été, selon mes déclarations, victime de violences, de tortures et de viols.
de VIOL. Ce jour-là, lorsque la délégation de la CNDH est arrivée, accompagnée des responsables du lieu de détention, je leur ai signalé mes douleurs, notamment au niveau de la partie intime, d'accord? Cela n'a suscité aucun secours. Cela n'a suscité aucun secours. Aucune humanité. Malgré les menaces, quelques semaines après ma libération, j'ai décidé de témoigner publiquement. Mes vidéos étaient celles d'une femme blessée dans sa chair, mais déterminée à faire entendre la vérité. Puis le 3 octobre 2025, des agents du SCRIC armés sont venus m'arrêter devant mon domicile. Ce jour-là, même mon enfant de 3 ans qui ne voulait qu'embrasser sa mère a été brutalisé par le chef de bord nommé Sidi Asso. Durant les 3, 4, 5 et 6 octobre, j'ai été détenu dans les conditions que je décris comme violentes et inhumaines avant d'être déféré et placé sous mandat de dépôt. Depuis ma cellule, j'ai découvert avec stupeur à la télévision togolaise TVT, entre parenthèses, au journal un communiqué officiel affirmant que je n'avais subi ni torture ni VIOL. Je veux dire clairement, je maintiens l'intégralité de mes déclarations. Aux autorités qui souhaitaient des preuves, je suis ici à la prison civile de Lomé. Que ceux qui veulent voir mes blessures viennent. Que ceux qui veulent voir mes blessures viennent. Donc les blessures, les séquelles sont toujours là. Depuis le mois de juin jusqu'à maintenant, les séquelles des tortures qu'elle a vécues auparavant, sont toujours là. Du VIOL qu'elle a vécu probablement, ces séquelles sont encore là. Les séquelles qu'elle continue à vivre aujourd'hui sont là, s'ajoutent à celles qu'elle a déjà vécues dans le passé. À la chef d'escadron, Mazalo Agba, donc c'est la gendarmette, c'est le nom que vous lui avez donné, c'est pas moi qui lui ai donné ça. Je me suis même demandé pourquoi les Togolais ont cherché très vite, au fait, à lui donner ce nom. Donc, une gendarmette qui a porté ce message de dénégation. Et c'est extraordinaire. Quand j'ai vu la lettre hier nuit, mais écoutez, il faut pas sous-estimer les Togolais. Ce régime pense que ce régime nous a déjà traités de gens qui ne réfléchissent pas. Des Togolais qui ne réfléchissent pas. Une jeunesse qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas et qui est dans la distraction. Les termes que cette dame l'a choisi, mais les termes sont à leur place. L'autre fois, elle me parlait de crise morale et spirituelle. Ça, À la chef d'escadron Mazalo Agba, qui a porté ce message de dénégation. C'est un terme psychanalytique. Je pose une simple question. Comment une femme peut-elle trouver le courage? Elle se demande comment une femme, comme elle, comme vous qui suivez, vous les femmes qui suivez, les Amazones qui suivez cette vidéo, ce live, comment une femme peut-elle trouver le courage de nier la douleur d'une autre femme? Où place-t-on son âme lorsqu'on tourne le regard devant la souffrance humaine? Là, c'est une question à la fois éthique et même spirituelle, théologique, spirituelle, et sur d'autres plans encore. J'appelle la CNDH à se tenir cette fois-ci pleinement dans son mandat, sans calcul, sans crainte, sans compromis. Le rôle d'une institution nationale de droits humains n'est pas de protéger le confort des puissants, mais de défendre la vérité, même lorsque celle-ci dérange. J'en appelle également aux organisations nationales et internationales des droits humains. Que la lumière soit faite, que la vérité, toute la vérité soit dite. Alors je sollicite votre attention immédiate et votre vigilance. Je demande formellement 1. L'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et exhaustive sur les violences que je déclare avoir subies. 2. La garantie de ma sécurité physique, juridique et psychologique dans ma situation actuelle en prison et dans mon
16e jour de grève de la faim. Je vous en ai parlé l'autre fois. Lorsque j'avais reçu le dimanche d'avant les 3 Amazones, sinon les 4 qui nous ont parlé, nous avons parlé justement donc de la grève de la faim. La protection, 3, la protection de ma famille, en particulier de mes enfants mineurs. La protection de ma famille, en particulier de mes enfants mineurs. 4, le suivi rigoureux des institutions togolaises, afin qu'elles exercent leur mandat conformément aux normes internationales. À mon peuple, je ne renonce pas. Grâce nous dit, à mon peuple, je ne renonce pas. Togolaises, Togolais, j'ai vécu selon mes déclarations des choses qui auraient pu briser n'importe quel être humain. Et ça, je le souligne depuis bien longtemps déjà. J'ai vécu selon mes déclarations des choses qui auraient pu briser n'importe quel être humain. Mais je tiens debout. Je me tiens droite. Je me tiens vivante. Je fais cette déclaration non par esprit de confrontation, mais par nécessité vitale, par exigence de vérité et par sens du devoir citoyen. Je suis sage-femme d'État. J'ai juré de protéger la vie. Je suis une femme politique. J'ai choisi de défendre la dignité. Nous avons parlé de la dignité humaine l'autre fois. Je suis togolaise. Je crois en un avenir où les institutions serviront réellement les citoyens. Je continue de croire qu'une lumière internationale peut dissuader les abus, révéler la vérité et protéger les victimes. Je vous rassure que je me tiens debout, je me tiens droite, je me tiens vivante, parce que je suis en mission, pas une mission politique, une mission spirituelle, citoyenne et humaine. Ah oui, la mission d'éveiller les consciences, de briser les silences, de rappeler que la dignité n'est pas négociable. Je le dis avec conviction, on peut priver un corps de liberté, mais on ne peut pas arrêter une âme éveillée. Le Togo de demain pense en nous. Togolais, viens, bâtissons la cité. Grâce, Bikoni Biate Koumaï. Une lettre écrite sur 4 pages. Merci beaucoup, Grâce, pour ta mission spirituelle, citoyenne et humaine. Cette mission qui est d'éveiller la conscience, d'éveiller les consciences individuelle et collective du peuple togolais, de briser les silences. Et le régime a compris que ce silence est en train maintenant de s'effriter. Que le peuple togolais commence à se sentir concerné par la cause que vous portez, la cause que vous défendez, la dignité humaine blessée que vous défendez. Que ton cri, que ta souffrance continue toujours à nous parvenir surtout pour sensibiliser les consciences, pour que d'ici le 8, le peuple soit suffisamment sensibilisé, éveillé, pour renverser définitivement ce régime. Voilà la lettre, nous l'avons écoutée, ceux qui ne l'ont pas écoutée aujourd'hui, vous l'écoutez encore, et c'est une lettre que nous devons continuer toujours à lire, parce que j'ai pris le soin de vous dire, dès le départ, dans une démarche pédagogique, que quand on est dans une révolution, comme celle dans laquelle nous sommes présentement, la révolution se nourrit d'elle-même, elle se nourrit par les faits, les événements, les situations qui se produisent. Et les lettres pédagogiques que nous envoie Grâce Bikoni depuis un certain moment doivent être prises au sérieux. Ce sont des lettres qui doivent éclairer, orienter le combat que nous menons. Et c'est pour ça justement que nous prenons sur nous de lire, de commenter, d'analyser toutes les lettres, tous les messages qu'elle nous adresse, qu'elle adresse au peuple togolais. Et avant donc de faire monter notre invité, je tiens à dire au moins que oui, la lettre a été déjà commentée aujourd'hui par le grand prêtre, mais on peut quand même tirer 3 leçons déjà de cette lettre-là. Si le régime sort présentement, c'est vrai que Monsieur Haïté Ferdinand a analysé la lettre un peu sous l'angle de la pression qui est mise aujourd'hui sur la gendarmerie nationale parce que l'affaire est devant le tribunal militaire. Mais quand on lit quand même le contenu de la lettre, on voit quand même qu'il y a une pression non seulement venant de la justice, mais aussi venant du peuple, venant donc des médias. Et dans la lettre, la gendarmerie nationale a pris le soin d'insister beaucoup là-dessus,
hein, que les informations sont relayées, des informations sont relayées donc dans les médias sociaux. Et donc, on voit tout de suite que le régime fait cette sortie médiatique pour étouffer la montée donc de cette affaire abominable justement donc qui secoue la toile et certainement qui est en train de secouer les consciences individuelles et collectives. Donc moi, la première leçon qu'on peut tirer de ça, c'est la panique du régime face à la force de dénonciation. Donc de plus en plus, nous pouvons nous réjouir, ou tout au moins nous pouvons quand même nous pouvons nous réjouir c'est pas une autosatisfaction, du fait que les lettres de Madame Grace Biconi sont maintenant sur la place publique. Des gens sont sensibilisés par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, à ce que d'autres prisonniers, détenus politiques sont également en train de vivre donc dans les geôles donc du pays. Donc le régime est saisi de panique le régime n'aurait jamais réagi publiquement si cette dénonciation publique collective n'avait pas touché le point sensible. Donc le régime qui sait bien analyser les choses, et nous devons aussi garder à l'esprit que nous avons un régime quand même qui a un service de renseignement vraiment très avancé. En tout cas, il faut pas minimiser, il faut pas minorer cela. Donc si la gendarmerie sort présentement, ce n'est pas uniquement à mon avis la pression que met les avocats de Madame Biconi et puis d'autres détenus politiques, mais c'est parce que l'affaire commence à prendre de l'ampleur au fait, donc dans l'arène ou dans les espaces des médias sociaux. Donc le régime sent venir quelque chose au fait. Voyez, donc cette sortie médiatique montre que la pression populaire les atteint, touche le régime, que les accusations d'actes inhumains, de traitements inhumains dégradants ne sont pas cantonnées uniquement aujourd'hui aux réseaux sociaux, mais que ce sont des informations qui circulent, des accusations qui circulent de partout. Ce sont des accusations qui se propagent. Et ces accusations prennent aujourd'hui une dimension nationale et internationale. Donc c'est pour ça justement que la sortie vise à éclairer, en tout cas d'après ce que cette gendarmette a dit, à éclairer, à aviser donc l'opinion nationale et internationale. En clair, le régime parle de ces affaires parce que nous avons, le peuple togolais a aujourd'hui forcé le régime à parler. Donc si on se tait, si on se taisait, comme Madame Biconi même le dit, le silence ne nous protège plus. Si on se cantonnait dans le silence, le régime allait surfer, continuer toujours à surfer justement sur notre silence, notre mutisme. Mais là, parce que l'affaire commence maintenant à grouiller, à prendre de l'ampleur, le régime se sent contraint de faire une sortie publique et de prendre la parole. Donc déjà, il y a des choses qui se passent. Donc c'est la preuve que la stratégie du silence ne fonctionne plus, hein, pour eux-mêmes aussi. Deuxième leçon qu'on peut tirer rapidement donc de ça, c'est que nous l'avons dit, les dénonciations nourrissent l'indignation et la mobilisation populaire. Une révolution se fait de révolte. Une révolution se nourrit d'indignation. Un peuple qui ne s'indigne plus a perdu quelque chose dans sa fibre d'humanité, dans son humanité. Voyez, ce sont les indignations, ce sont ce que nous subissons, les injustices sociales que nous subissons, qui doivent nourrir notre révolte. Et ça, nos prises de parole créent déjà une onde d'indignation trop forte pour être ignorée par ce régime-là. Donc le régime sait que la bataille de l'opinion publique commence à lui échapper. Et ce régime sait toujours calculer tout. Donc il voit que la parole se libère, que la contestation certainement devient de plus en plus structurée dans le pays. En tout cas, tout au moins, on sait que c'est le cas dans la diaspora depuis bien longtemps déjà. Donc c'est précisément pour ça que le régime sort maintenant, parce que la vérité commence au fait à les mettre en danger. La vérité commence à les mettre en danger. Et la troisième leçon qu'on peut tirer également de ça, c'est que quand un régime utilise la dénégation officielle, c'est un aveu de faiblesse. Et on voit que souvent quand ce régime est dos au mur, ce régime a recours à la dénégation, a recours au déni. Voyez, donc c'est cette posture de dénégation, de déni, qui n'est rien d'autre que le mensonge, est un aveu inversé. C'est un aveu inversé. La dénégation n'est pas un signe de force, non, mais c'est un signal de fragilité, mais ici de fragilité institutionnelle. Et donc quand un régime se précipite
et pensant mettre une femme en avant pour nier, pour maquiller la réalité des faits, c'est juste que le régime cherche aujourd'hui à contrôler le récit, au fait. Donc le régime perd la main sur le récit qui est raconté, qui est fait autour donc des traitements inhumains dégradants. Et donc je demande au peuple togolais, je demande à tous les acteurs de continuer à marteler cette histoire. C'est comme ça il faut pas être dispersé. Nous avons utilisé déjà l'arme de la délégitimation morale. Continuons à marteler justement cela parce que nous le savons que c'est un régime qui cherche à se draper dans une image correcte à l'international. Et lorsque des affaires comme ça sortent, qui mettent le régime dans une posture inconfortable, le régime tremble, panique et fait des erreurs. Continuons à marteler très fort cette histoire-là. Parce que dans aucun pays, on ne peut vivre on ne peut faire subir à une femme ce que Grace Bikoni est en train de subir là présentement et que le peuple se taise, ne dise rien. En tout cas, nous continuons à penser, à croire que le peuple togolais ne s'est pas définitivement muré dans le silence et que le peuple est en train présentement, progressivement, graduellement, de mobiliser son énergie, ses forces pour répondre à ce régime-là et que ce régime ne pourra certainement pas tenir devant les déflagrations qui arrivent. Donc, c'est que ce régime-là aujourd'hui se sait en position défensive. C'est qu'il reconnaît implicitement que les faits sont crédibles. Et puis, quelque chose de très intéressant que j'ai suivi dans la messe d'aujourd'hui, c'est que, ben oui, Grace s'est fait établir un certificat médical prouvant qu'elle a subi ce qu'elle est en train de dire. Donc, ce ne sont pas des affabulations. Je vous dis que si c'était une autre personne fragile qui a subi ce que Grace est en train de subir aujourd'hui, on peut penser que Grace est en train d'affabuler. On peut penser que Grace est en train d'halluciner. Moi, personnellement, c'est mon domaine et je sais vraiment, on peut faire cette évaluation et on peut imaginer ce que Grace est en train de vivre dans son corps, dans son âme et dans son esprit et ce que cela va avoir comme répercussion, ce que cela va avoir comme séquelles, non seulement sur elle, mais sur ses enfants et les générations qui viennent parce que ce sont des traumas lourds qui se transmettent. Au point qu'aujourd'hui, les institutions nationales, sur le plan psychiatrique et psychologique, ont trouvé un autre concept pour parler donc du trouble de stress post-traumatique complexe, en fait. C'est pas un trauma léger, c'est pas un trauma comme vous avez vu un accident de route se produire devant vous et puis vous avez été saisi d'horreur et puis d'impuissance, de peur face à l'événement, non. Ici, c'est quelque chose de très, 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 très grave qui a des répercussions sur le plan psychologique, évidemment, sur le plan physique aussi, évidemment, sur le plan spirituel, mais également cela va se répercuter sur plusieurs générations. Et c'est ce que notre sœur est en train de vivre. Et donc, voilà les 3 leçons que je voudrais qu'on en tire très rapidement. Je reviendrai là-dessus. C'est pas une analyse, ça c'est juste au fait quelques leçons que je voudrais qu'on puisse vraiment tirer rapidement de cette 4e lettre. La 3e, je ne l'ai pas encore lue, je le ferai prochainement. Je lirai la 3e. Je relirai la 4e et je mettrai toutes les lettres en perspective pour donner encore un autre enseignement parce que nous devons puiser des énergies, des forces, nous servir de ce modèle-là comme un modèle de courage, de force, de transcendance de soi, de nous-mêmes, pour nous préparer aux mobilisations qui viennent. Donc voilà ce que je vous tenais à dire dans un premier temps. Je ne pensais pas que cela allait prendre autant de temps, mais cela valait la peine. Donc avant qu'on aborde donc le thème donc de ce jour qui est l'effondrement moral, civique et culturel du peuple togolais. Le peuple togolais est en train de régresser, le peuple togolais est en train de connaître la décadence et nous ne pouvons pas, en voyant cela, nous taire. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc c'est de ça que nous allons parler donc avec un docteur, un autre aîné, un autre frère, un autre collègue, un autre compatriote donc qui va nous entretenir un peu, justement. Donc, ça va être mené un peu comme une conversation. Et je nous remercie déjà du fait que nous continuons toujours à publier le lien vers ce live. Je vous encourage encore à le faire.
d'ici la fin donc de notre émission. Une fois encore, merci. Nous allons prendre une petite pause de 15 secondes et pendant ce temps, faire monter donc l'invité de ce jour. Chers amis, nous espérons que lors de l'humanité, notre chère patrie, le Togo, cette nation que nos ancêtres nous ayons vue comme l'or de l'humanité, la Suisse de l'Afrique, comme on le disait à l'époque, comme on l'a enseigné en histoire et géographie, quand nous étions encore au cours primaire, secondaire, au collège. Nous espérons que cet or-là va à nouveau briller. Briller pour tous les Togolais, briller dans le concert des nations, briller à l'international. Mais je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Ce lingot d'or aujourd'hui est dans la boue, est dans une décrépitude, est dans une décadence morale, civique, culturelle, économique, un effondrement sans pareil. Un effondrement sans pareil. Je puis même dire que depuis quelques mois déjà, j'ai l'impression que quelque chose est faussé dans mon regard. Quelque chose est blessé dans mon jugement quand je pose mon regard sur la femme togolaise. Parce que je ne fais pas de surgénéralisation. Comprenez bien, je ne fais pas de surgénéralisation. Mais quand je vois les jeunes filles de la génération actuelle, même de la génération, de ma génération, de la génération d'avant ma génération, quand je les vois sur les réseaux sociaux, quand je vois le langage, l'obscénité du langage que ces femmes tiennent aujourd'hui, je ressens en moi que quelque chose est blessé dans mon regard sur la femme togolaise. Parce que le régime nous a chosifiés, nous a déshumanisés à tel point que je me demande combien de temps mettront les dirigeants qui viendront plus tard pour redresser notre chère patrie, le Togo. Le décor est planté. Bonjour, docteur Marikson Alognon. Bonjour, docteur Cyril Kokopoyo. Il faut bien prononcer mon nom de famille, c'est Kokopolou. Hein? Non, mais ça c'est juste, il n'y a pas de souci, c'est correct.
Vous n'avez pas écorché, je dirais, de façon intentionnelle, donc, mon nom. Donc, c'est Kosigan Kokukbolu. Kokukbolu, c'est mon nom de famille. Kosigan, c'est mon prénom qui est sur mon acte de naissance. Et Cyril, c'est mon deuxième prénom également. Donc, Romarikson, si tu permets, on va se tutoyer, parce qu'on se tutoie déjà depuis bien longtemps, tout en gardant quand même du respect, évidemment, entre nous. J'ai déjà eu l'occasion également de te féliciter pour tout ce que tu fais depuis bien longtemps dans cette lutte-là. Tu es docteur en tout ce qui est counseling, donc tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est conseil, avec une orientation spirituelle également, parce que tu es également dans un engagement spirituel, donc ce qui montre vraiment l'éthique que tu portes, hein, l'éthique que tu défends, et ça on le sait déjà, on le sent quand on suit tes publications, tes sorties médiatiques. Et je souligne que c'est pas aujourd'hui que tu t'es lancé dans cette lutte révolutionnaire, bien longtemps déjà. Et parce que toi, tu as soutenu bien longtemps ton doctorat avant moi. J'ai déjà eu l'occasion de te suivre depuis la France, depuis les années 2013, 2014, 2015. Je te suivais déjà. Et donc, quelque part, nous venons emboîter le pas le moment venu. Donc, tu es également un spécialiste aussi sur des questions politiques avec cette perspective internationale, interculturelle, centrée justement donc sur les politiques européennes, mais également aussi avec une perspective mondiale globale. Et je signale aussi que tu as aussi une formation de base, évidemment, en sociologie. J'ai suivi quelques publications que tu as faites tout récemment pour rendre hommage à certains de tes professeurs justement qui t'ont marqué et qui sont des femmes et des hommes de valeurs marquées d'éthique également. Donc ça, je signale tout de suite que ça va être une première des séries de causeries que nous allons faire ensemble. Il y a une autre qui est toujours en suspens jusqu'à présent, qui portera sur la peur, et là on va échanger directement, donc toi et moi, donc chacun expose ses connaissances les plus avancées justement sur aujourd'hui toutes les avancées en neurosciences, en psychologie qui portent sur comment la peur nous paralyse et comment un régime politique comme celui que nous avons au Togo a fait de la peur une fabrique sociale pour terroriser, pour paralyser, pour anéantir la volonté d'émancipation, d'autodétermination de notre chère patrie de Togo. Donc aujourd'hui, je te reçois donc sur le thème que j'ai déjà annoncé, l'effondrement moral, civique et culturel du peuple togolais. J'ai choisi le terme effondrement pour que tout le monde comprenne bien, mais j'ai donné quand même les termes synonymiques au tout début de notre live. On peut utiliser décrépitude, on peut utiliser décadence, mais notamment sur le plan anthropo-psychanalytique, on peut utiliser le terme de régression aussi, le terme de régression. Et donc aujourd'hui, on va porter une lecture psychosociologique et politique justement donc sur ce thème-là. Et tu es donc du coup bienvenue dans notre émission. Je sais pas si tu souhaitais compléter ce résumé de CV, donc de tes titres que je viens de présenter, et c'est pas si tu souhaitais peut-être ajouter autre chose ou rectifier, à nuancer, avant que je ne te pose la première question. Tu as la parole, docteur Romarikson. Merci beaucoup, docteur Cyril. J'aimerais simplement dire aux Togolais que notre pays, le Togo, est tellement béni. Regardez, docteur Cyril, un jeune comme à cet âge, docteur en sciences psychologiques et enseignant à l'université dans son pays, le Canada. Un jeune comme ça. Regardez-moi à mon âge. Il y en a plein en Occident. Nous voulons tous rentrer au Togo pour construire notre pays. Moi, si le Togo change aujourd'hui, demain je suis à Lomé. Parce que je serai plus utile pour ma patrie que ailleurs. Mais il y a un régime qui est une kakistocratie. La kakistocratie, c'est le gouvernement des médiocres. C'est des individus qui sont médiocres, en éthique, en compétences, dans tous les domaines, ils sont médiocres. C'est ces gens qui empêchent notre pays
d'avancer. Et que nous, on est à l'extérieur de notre pays, on ne peut pas rentrer. Citoyen togolais, quand vous voyez par exemple la Turquie qui vend les drones Bakhtaïr, et cela lui procure des milliards. Le jeune homme qui a créé cette entreprise, il a étudié à Boston Technology University, aux États-Unis, dans le Massachusetts. Quand il a appris ces choses, vite, il est rentré dans son pays. Avec l'utilisation de l'État, il a commencé par fabriquer des drones. Aujourd'hui, son entreprise exporte des drones dans le monde entier et l'État prend des taxes de ces exportations pour construire le pays. Vous savez ce que Cyril peut faire au Togo? Vous savez ce que je peux faire au Togo? Oh, nous là, nous les deux là, nous ne sommes pas des enfants. Il y a dans la diaspora, il y a des grands. Non, nous ne pouvons plus permettre à ce régime d'embarricader notre pays. Nous devons faire quelque chose. Voilà mon entrée. Merci. Merci beaucoup pour ces mots, pour ce cri de cœur. Évidemment, je peux pas dire grand-chose là-dessus. J'ai plein de trucs. Je me rappelle le jour de mon recrutement, quand j'ai passé l'audition, donc devant une quarantaine de professeurs, donc ici dans l'université où je suis. Des fois, il y a des choses qui me reviennent tout le temps. Quand je finis surtout certains cours, quand je finis certaines conférences, je me demande, mais qu'est-ce qu'on fout ici, en fait? Parce que, bon, espérons qu'un jour, Dieu fera justice et que nous allons rentrer dans notre chère patrie, le Togo. En tout cas, moi, personnellement, mon nom n'est pas encore affiché quelque part. On m'avait dit que normalement, mon nom devrait figurer sur la deuxième liste de ceux qui sont frappés par un mandat d'arrêt international. Mais bon, cette liste n'est jamais sortie. Donc, depuis là, je suis coincé. Je peux plus vraiment rentrer dans ma chère patrie, le Togo, pour aller rendre visite à ma mère, qui a influencé évidemment ma carrière et puis mon aspiration donc à l'enseignement et aujourd'hui à l'enseignement universitaire. Mais tu as bien dit, mon cher collègue Omar Rickson, ce que le Togolais est capable d'apporter à l'évolution de notre chère patrie, le Togo, c'est tellement grand et ce régime continue toujours au fait à sous-estimer et à ne pas exploiter les ressources qui sont donc dans le pays et qui sont aussi dans la diaspora. Bon, c'est pas ça vraiment le sujet de notre discussion. Docteur, si nous parlons de régression psychosociale du Togo, d'un peuple, de quoi parlons-nous? Si nous en sommes arrivés à parler de régression, d'effondrement aujourd'hui, certainement que cela n'est pas une affabulation, cela relève d'un constat que nous avons fait, d'un constat objectif que nous avons fait. Selon toi, à partir de quel moment on peut dire qu'un peuple est dans un effondrement civique, moral, dans une régression psychosociale? Si on prend même ce terme d'un point de vue psychodéveloppemental, on sait qu'un enfant peut régresser, par exemple. Comment est-ce que tu nous analyses, comment est-ce que tu nous clarifies d'abord ce concept de départ? Je vais essayer de clarifier le concept de régression en psychologie, en psychanalyse, et ensuite je vais essayer en allemand on dit übertragen, de le transférer sur la société togolaise. Quand est-ce qu'on parle de régression? On parle de régression quand un individu se trouve devant une situation dans laquelle il y a soit le stress, soit il y a la peur, ou il y a des conflits. Devant ces trois situations, l'individu peut dire « je peux » et il combat pour son succès. Un individu peut arriver à rechigner complètement. Donc ça c'est le constat que les gens font. Mais en psychanalyse, on comprend que celui qui rechigne comme ça, c'est que il prend une autre phase de développement. Je vais vous dire par exemple, quand on a 18 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 50 ans, 100 ans, on dit on est adulte. Mais des fois, on adopte des comportements des enfants de 2 ans. Tout à fait. Entre 2 et 4 ans. Quand vous voyez le schéma de développement de Jean Piaget, vous allez voir qu'on a dit qu'un enfant entre 2 ans et 4 ans, qu'est-ce qui correspond à son caractère, à son comportement? Vous verrez que c'est dans cette période-là que l'enfant va commencer par parler,
C'est dans cette période-là que l'enfant va commencer par utiliser des images, des images, Oui. c'est ça? C'est dans cette période-là que l'enfant va commencer par généraliser tout. Il va voir une chose et il généralise déjà automatiquement. Donc, voilà, quand l'individu se trouve devant le stress, la peur ou bien des conflits, au lieu d'essayer de l'affronter, il y a des fois des cas où l'individu préfère retourner dans une étape inférieure du développement. Tout à fait. Pourquoi est-ce que l'individu fait ça? Un individu entre 2 ans et 4 ans, il sait que quand il a une difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il pleure. Et donc, papa, maman, oncle et tante, ils viennent pour résoudre le problème à sa place. Et donc, lui, il n'est plus tourmenté. Donc, maintenant, si on veut transférer ça sur le peuple togolais, on va voir que le Togolais est devant une situation de stress quotidien, de lundi jusqu'à dimanche. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est le stress quotidien. En dehors de ce stress, vous avez la police. Quand moi j'étais à Baie, des fois vous allez voir des avions militaires, des avions qui volaient à basse altitude, et à une vitesse, je ne sais pas, 1 milliard de kilomètres par seconde. Ça fait comme ça vient jusqu'au-dessus de votre maison et puis ça va en gros comme ça. Donc c'est une terreur. Je connais une Togolaise ici avec laquelle on a fait le lycée de Benji ensemble. Elle était au CEG, moi j'étais au lycée. Elle a amené une amie au Togo, une amie blanche allemande au Togo. Elle voulait faire un congé de 2 ou de 3 semaines. Mais à peine ils ont fait 1 semaine, l'Allemande était traumatisée. Elle a exigé à repartir, à retourner dans son pays. À cause de la présence des militaires et à cause de ces vols d'avion à basse altitude. Donc, quand un individu est devant un stress qu'il n'arrive pas à maîtriser, quand il est devant une situation qui lui fait peur, quand un individu a des conflits, surtout des conflits intrapsychiques, arrive un moment où l'individu préfère retourner dans une étape inférieure de développement. Tout à fait. Et maintenant, espérant que papa et maman vont résoudre le problème à sa place. Quand dans le cas du Togo, on va dire, vous allez voir tous les Togolais, dans le passé, on disait, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, ils vont venir nous aider. Même en 2017, quand le peuple était debout et en finissait avec ce régime, on a envoyé la CEDEAO avec Akufo-Addo et après Alpha Condé, et la classe de l'opposition a mangé à la part. À la fin, nous sommes retournés dans la case de départ. C'est-à-dire qu'il y a un processus de régression au niveau de notre peuple togolais. Donc, nous devons quitter l'étape de 2 ans à 4 ans pour arriver à l'étape adulte où, quand un problème est là, on l'affronte. Quand les colons allemands avaient forcé nos parents à Gomekutupa à venir faire le travail forcé, le jour-là, nos parents sont sortis en hommes. Il y avait un affrontement entre les colons et nos aïeux. C'est dans les livres d'histoire. Tout à fait. C'est ça, merci beaucoup justement. J'apprécie énormément cette façon de vulgariser un concept qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus complexe. Et tu prends des faits actuels, des faits récents aussi pour illustrer cela. C'est très intéressant. Nous disons même d'ailleurs que dans la régression, généralement, la phase la plus critique, c'est quand un individu, quand un groupe, quand une société, quand un peuple finit par retrouver les mécanismes archaïques et les mécanismes primitifs, au fait. C'est-à-dire que finalement, pour le dire, mais sans choquer personne, mais le peuple finit par se comporter un peu comme des animaux, quoi. C'est à avoir des réflexes, au fait, qui ne sont pas des réflexes d'être humain mature, mais d'être vraiment infantile, dans le cas d'animaux ou de petits enfants. Mais bref, je ne voudrais pas descendre jusqu'à ce niveau pour donner à penser que, au fait, le peuple est réduit aujourd'hui dans un état d'animalité incroyable. Mais quels sont les signes, docteur, les signes objectifs qui peuvent montrer que un peuple est dans une régression? Maintenant que les gens commencent à se familiariser avec ce concept-là, on peut parler de déclin également, peu importe. Quels sont les signes qui nous montrent que là, le peuple togolais est, au lieu d'avancer vers des étapes supérieures, donc de maturité, de maturation, sur le plan moral, civique et tout ça, quels sont les signes qui montrent que le peuple est plutôt en train de régresser? Quand
tu vois les phases de développement d'un individu chez Jean Piaget, vous allez voir qu'il y a une phase dans laquelle l'individu développe le sens de la justice. Maintenant, les Togolais sont arrivés actuellement à accepter l'injustice. Tout à fait. C'est un des signes. On a arrêté Jean-Paul Moulou au Togo. Jean-Paul Moulou est un citoyen togolais. Quand tu en parles, les Togolais vont te dire qu'est-ce qu'il cherchait au Togo. Au lieu de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on peut arrêter un citoyen tout juste parce qu'il a parlé de la vie politique de son pays. C'est ça. Donc, les Togolais sont arrivés à un moment où ils ont le syndrome de Stockholm. Ils aiment ceux-là qui les font souffrir. Et ils détestent ceux qui essaient de démontrer que ce système-là est un mauvais système. Donc, quand tu vois ça, tu vois que l'individu est sur un autre chemin. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Maintenant, quand il y a la peur, c'est devenu maintenant l'impuissance apprise chez les Togolais. Ce concept de oui. C'est ça, parce qu'on a lutté depuis le 5 octobre 90 jusqu'à présent et que la lutte n'a pas réussi. Beaucoup ont rechigné en disant que on a tout fait, ça n'a rien donné. Donc, ils se sont habitués Tout à fait. à la défaite et cette pensée dysfonctionnelle arrive maintenant à diriger leur comportement. Il y a une manifestation de tout le Togo. Vous allez voir, il y a Bec qui sort, il y a Bekota qui sort, et tous les autres quartiers, les gens dorment comme si tout allait bien. Quand tu vois ça, tu vas voir que les gens sont sur un chemin de régression. Maintenant, quand tu vois les personnalités, les gens âgés, quand tu vois par exemple les dépravations sexuelles et autres au Togo maintenant, Tout à fait. ça n'a pas de sens. Parce qu'arrivé à un âge, on a un certain contrôle sur les, comment on dit, sur les sex drive. Hein? Une opulsion, oui. C'est ça, sur ces pulsions-là. Mais, comme Sigmund Freud le disait, dans la phase anale, l'individu, l'enfant, ce genre de trucs-là. Mais quand tu as plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, tu travailles dans l'administration, et que les femmes qui travaillent dans l'administration, vous permettez de les comment on dit, de les manger crus au bureau, sachant que les femmes sont mariées. Ça veut dire que ce pays-là, nous sommes dans la dépravation pure. Et quand tu agites ces trois critères, tu verras qu'il y a une régression, comment on dit, au niveau des individus qui composent ce pays-là, qui constituent ce pays. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Moi, je m'attendais pas à vraiment que tu soulèves le troisième indicateur. Il y a évidemment plein d'autres, mais tu les résumes si bien. D'abord, tu parles de la peur collective collective et individuelle dans laquelle se trouve aujourd'hui le peuple togolais. Et j'apprécie énormément le fait que tu évoques également la notion d'impuissance apprise sur ce concept-là. J'attends, toi et moi, en fait, mener une autre discussion parce que c'est ce concept-là qui permet vraiment de bien comprendre aujourd'hui le fonctionnement psychologique du peuple togolais pris dans son ensemble. Et tu ajoutes justement donc un troisième indicateur qui est l'indicateur touchant justement donc aux valeurs morales et éthiques, la dépravation sexuelle qui a atteint son paroxysme là aujourd'hui au Togo. Est-ce que tu souhaites creuser un tout petit peu ça avec nous parce que ce problème émerge déjà depuis un moment déjà. Moi, je suis de près cette dynamique-là, cet aspect-là. Quand l'affaire de l'inceste, en tout cas, c'est une affaire présumée quand même, mais le régime n'a jamais démenti cela. Quand l'affaire de la relation incestueuse entre la fille de Madame Nyakadé et du PC était sortie, j'avais déjà dit, j'avais pris le temps d'analyser cela dans plusieurs lives et puis aussi dans les entrevues, les entretiens que j'ai eus avec notre aîné Dr Ali. J'ai dit que certainement, il y aura d'autres choses qui vont sortir encore. Et de plus en plus, ça sort. Et il y a notre grand frère Ferdinand qui fait sortir des dossiers macabres, des dossiers exécrables sur cette affaire, sur cette dépravation. Et comme tu l'as dit, Freud considérait que la régulation de la sexualité est quelque chose de pivotal, quelque chose de fondamental pour construire une société. Pour qu'une société quitte l'état de la nature et être dans l'état de la culture,
pour parler de la civilisation, si nous nous référons par exemple à son livre sur le malaise dans la culture, par exemple, la capacité d'un peuple à réguler ses appétits sexuels, à réguler ses pulsions sexuelles, est quelque chose de fondamental, justement, pour pouvoir construire une société civilisée. Mais là, notre frère Ferdinand le dit autrement, c'est que mais le Togo est pire que Sodome et Gomorrhe. Et j'ai de plus en plus la conviction que c'est justement ça le cas. Parce que quand on écoute des affaires qu'on nous raconte, des DG qui vont au champ avec des voitures de 30 millions, avec des filles, des jeunes filles, des histoires de pédos, vous complétez, les gens peuvent compléter, vont au champ et font de n'importe quoi dans les bureaux de la fonction publique. Mais moi, je me dis, ça n'arrive pas à rentrer dans mon schéma de pensée finalement. Quelque part, moi, je suis bloqué, en fait. Parce que comme tu le sais, c'est quand quelque chose n'est pas dans la structure mentale et qu'on vous le présente, cela constitue déjà un choc traumatique. Donc, on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui. Donc, docteur, je voudrais, si tu le permets, te faire réagir encore justement sur ce troisième critère que tu as avancé, le critère de ce que nous appelons aujourd'hui sur le plan éthique et moral, le critère de la dépravation sexuelle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît, docteur? Quand tu vois, par exemple, l'autre dimanche, quand notre grand frère Ferdinand a été parlé, il a cité le cas d'une femme qui allait dans un hôpital, comment on dit, militaire, à Agoy. Le médecin se permet de lui faire des attouchements au niveau des seins. Normalement, quand tu fais une telle chose dans un pays qu'on peut appeler pays, déjà la femme, elle sort, elle porte plainte, on fait une enquête, on voit que c'est vrai, c'est fini pour toi. Ton travail, tu ne travailles plus jamais dans ce domaine. Deuxième chose, tu vas en prison. Troisième chose, tu vas payer des amendes lourdes, extrêmement lourdes. C'est des choses-là qui servent de leçon au reste de la société. Ça veut dire que il y a une instance morale au-dessus de l'individu. Donc, quand l'individu arrive à faire des comportements qui ne sont pas conformes aux règles sociales, l'instance qui est au-dessus, qui amène la punition. La punition n'est pas là pour détruire l'individu, mais elle est là pour donner des leçons aux autres individus de la société. Malheureusement, au Togo, on remarque que c'est l'instance qui est au-dessus, c'est elle qui est même la cause de la dépravation des valeurs. Tout à fait. Donc, quand on arrive à un moment, les Allemands disent que des fish stink from cough. Le poisson pourrit par la tête. Donc, quand on arrive à un moment où c'est ceux qui doivent implémenter la loi, c'est eux-mêmes qui sont dans la dépravation les plus immondaines. Donc, il faut savoir que ce problème il faut savoir que ce pays-là a des problèmes vraiment sérieux. C'est ça. J'ajoute un fait social aussi. Il y a un célèbre chanteur togolais que nous tous nous aimons. D'ailleurs, on était dans le même quartier à Bay. Et il a chanté Devia Kaka et Chico, Kakia et c'est Vivi. Et quand on était au pays, on dansait sur cette chanson-là. Or, l'artiste a le pouvoir de façonner la pensée de l'individu. Et selon Judith Beck, le comportement de l'individu est dicté ou bien influencé par, ou bien le comportement et le sentiment est dicté par sa pensée. Donc, si tu veux contrôler la pensée, si tu veux contrôler le comportement et le sentiment d'un peuple, il suffit de contrôler sa pensée. Et on peut conditionner la pensée par aussi des chansons. Quand tu chantes ça, quand la jeunesse écoute, il pense que quand la fille dit non, tu peux quand même prendre. Parce qu'à la fin, elle va se réjouir de cela. Mais quand tu sors de la société togolaise et que tu rentres dans une société, c'est là où tu apprends formellement que tu ne peux même pas toucher une femme sans qu'elle ne te dise « Allons, faisons cela ». Mais quand tu es au Togo, tu es conditionné dans un état animal. Tu n'es même pas encore rentré dans l'état humain. Comme au marché, comme on dit, j'ai vu une image qui m'a traumatisé. Quand j'étais en 3e monsieur, je me plage. J'étais allé à l'hôpital de Bay, regardez quelqu'un qui a fait accident. Le jeune homme, on l'amène à l'hôpital, on le dépose comme ça devant la porte.
Les médecins, ils allaient, ils rentraient, ils sortaient. Et pendant que le gars gémissait, en Occident, quand il y a un accidenté qui rentre, on l'amène à l'urgence. Oui, c'est ça, oui. Et donc, même si ça peut coûter 1 milliard de francs CFA, on se fout de ça. On sauve la vie d'abord, et maintenant, on parle de l'argent, on parle d'autres conditions. Mais au Togo, la vie humaine n'a plus de valeur. Ça veut dire que ce pays a des problèmes sérieux. Voilà ce que j'aimerais ajouter en entendant toute question. Ça veut dire que ce pays a un problème sérieux. Je pense que c'est pas uniquement au Togo, mais au Togo, ça atteint vraiment un degré insupportable. Moi, je questionne tout le temps, au fait, plusieurs pays africains, parce que on nous dit que nous sommes le berceau le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité, ce qui suppose que normalement, on devrait avoir un sens aigu de la valeur humaine, de la vie humaine, mais la façon dont on traite nos concitoyens, c'est horrible. C'est même pire que ce que, vous m'excusez, je ne fais pas une hiérarchisation des crimes, mais ce que les colons nous ont fait subir aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que les despotes avec leurs acolytes font subir à leur peuple, c'est pire que ce que les colons, les esclavagistes nous ont fait subir dans le passé. Je tenais aussi à nuancer un tout petit peu une observation que tu as faite qui est vraiment très intéressante, juste peut-être pour ajouter un peu des considérations les plus récentes par rapport à ça. On pense souvent que pour dominer un peuple, il faut penser essentiellement par la manipulation cognitive, la manipulation mentale, en fait. Et on sait que cela vient quelque part de l'influence donc des théories du traitement de l'information, donc des théories cognitives et tout ça. Mais aujourd'hui, on a une autre son de cloche, et je commence à accepter de plus en plus également cette pensée alternative, là, cette thèse alternative, qui est que on peut aussi manipuler par les émotions. C'est pas uniquement pour atteindre en fait la personnalité et les émotions. C'est pas tout le temps qu'on passe par la cognition, qu'on passe par la tête, qu'on passe par la manipulation mentale, mais on peut manipuler également les émotions aussi pour atteindre aussi donc la cognition. Et ça m'a amené tout récemment à faire une réflexion sur la République des spectacles, au fait, comment par exemple on organise des distractions, on organise des distractions, des divertissements, des jeux. On le voit de plus en plus, le régime sait bien le faire, donc mobiliser, faire des concerts ici et là pour distraire un peu le peuple. Ce conditionnement aussi est à prendre en considération. Et je pense que dans le cas du Togo aujourd'hui, je n'ai même plus l'impression que le régime s'efforce à manipuler cognitivement encore le peuple aujourd'hui. J'ai l'impression que quelque part, le peuple est déjà dans un coma cognitif à ce niveau-là. Et qu'aujourd'hui, pour nourrir davantage ce conditionnement, le régime passe par les choses de bassesse, passe par donc la sensualité, la sexualité, les émotions, le sensationnalisme, en définitive, au fait, par l'alcool. J'ai été surpris tout récemment, donc, quand j'étais rentré au pays, de voir à quel point il y avait en moins de 3-4 ans plusieurs bières qu'on avait. Moi, j'aime prendre à Oyo, en fait. Moi, j'aime prendre à Oyo. Et quand j'étais rentré, mais j'étais surpris. On dit non, à Oyo maintenant n'est plus de. Il y a de nouvelles bières, tout ça qu'on me présentait. Mais en tout cas, j'en avais pas vraiment goûté parce que moi, je suis pas vraiment un grand buveur, et donc on passe par le spectacle, le jeu, le foot, on finance vraiment des choses mondaines, comme tu l'as dit, et on embrigarde finalement la jeunesse actuelle, la Gen Z, surtout dans cette bassesse avilissante. Non, c'était pas pour te contredire, c'est pour justement dire aussi que ça, c'est l'un des mécanismes que les régimes despotiques utilisent de plus en plus également pour conditionner le peuple. Donc, c'est pas uniquement par un conditionnement, si je dois me résumer, un conditionnement cognitif, mais aussi par un conditionnement émotionnel et puis affectif. On va bientôt passer au fait. Oui, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ça. Non, ça va. Oui, parfait. Donc, est-ce que tu es en train de dire, au fait, si je veux te faire réagir un peu pour résumer un peu ça, donc tu es en train de nous dire qu'une société peut perdre ses valeurs, c'est ça? On disait que le peuple togolais, c'est un peuple de travailleurs, les femmes togolaises sont des femmes vraiment vertueuses,
des femmes courageuses, vaillantes et tout ça. Est-ce que finalement, par ce phénomène de régression, un peu plus, une société peut être amenée au fait à perdre ses valeurs ontologiques, les valeurs qui la définissent en tant que société, peut perdre vraiment des valeurs qui définissent son identité collective, par exemple. Absolument. J'aimerais faire, pour répondre à cette question, j'aimerais faire intervenir docteur Emmanuel Todd. Ok. Oui, un scientifique français qui avait prévu la chute de l'Union soviétique. Oui. À partir de deux critères. Oui. C'est-à-dire la décadence du taux comment dire, la population, de la croissance de la population C'est ça. et la décadence des valeurs. Oui. Si vous prenez l'Occident par exemple, c'est dans la critique de la raison pure, ou bien c'est Karl Marx ou bien Emmanuel Kant qui avait bien dit que Emmanuel Kant, oui. c'est ça, que comment l'appelle-t-on, le développement, c'est Emmanuel Kant avait écrit la critique de la raison pure. Maintenant, Karl Marx a dit que le développement de l'Occident est basé sur les valeurs judéo-chrétiennes. Et donc, c'est parce que au temps de l'industrialisation du monde, au début, dans le 17e, 18e siècle-là, le travail était dur parce qu'il n'y avait pas de machines. Donc, mais quand les gens travaillaient, parce qu'ils pensaient aussi que Dieu les regarde, ils travaillent pour Dieu, et donc cela faisait qu'ils donnaient le rendement. En ce qui concerne l'Allemagne, donc la foi judéo-chrétienne, c'est-à-dire avec ses valeurs, ont aidé au développement de l'Allemagne. Voilà ce que le sociologue a exprimé dans ses écrits. Maintenant, Emmanuel Todd dit que si les valeurs qui ont contribué au développement, si ces valeurs maintenant sont en décadence, quelle sera la conséquence? Si vous avez une certaine valeur qui vous ont permis de vous développer, le jour où ces valeurs sont en décrescendo, ça veut dire que le développement aussi va suivre dans le même sens. Donc, non seulement qu'il y a une chute dans les valeurs du Togo, mais ça aussi empêche le développement de notre pays. Voyez ceux qui occupent les hautes fonctions. Quelqu'un qui travaille à, comment on dit, Ferdinand a souvent cité les cas. Quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, son rôle est de faire de l'État un moteur de développement. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils pillent les caisses de l'État avec des milliards. Et maintenant, à la fin du mois, l'État n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires. Maintenant, il prend l'avion, il va soit chez le Fonds monétaire international, soit chez la Banque mondiale, soit en Chine et ailleurs, pour faire des prêts. Des prêts dont le service de la dette est aujourd'hui une mort qui pèse sur notre pays, le Togo. Si les valeurs morales étaient en place, il serait difficile à quelqu'un qui travaille pour l'État d'aller piller les caisses, d'aller mettre l'argent de l'État dans ses propres poches. C'est pas possible. Donc, quand on parle de valeurs morales, on parle aussi du développement de la nation. Dans les siècles, il y a des siècles et des siècles, à la bourse de Londres, normalement, quand vous faites, quelqu'un dit que, ok, il a 100 cows, comment on appelle ça en français, les cows, comment on appelle cows, comment on appelle cows, le gros animal là, non, eni, comment on appelle ça en français? Les vaches, là? C'est ça. Donc, quelqu'un dit qu'il a 100 vaches à la bourse de Londres. Dans le temps, il y a une autre personne qui dit que, ok, vous me donnez les 100 vaches, je vous paie, disons, 10 000 euros. L'autre dit, je vous paie 12 000 euros. Donc, comment est-ce qu'on faisait la transaction? La transaction se faisait par handshake. Parce que les valeurs morales de la société étaient tellement développées que quand vous faites le handshake, le marché est conclu. Normalement, il faut sortir de la bourse pour aller voir le notaire ou bien les gens, les hommes de droit, aller rédiger des documents de vente, documents d'achat et fixer le prix, comment on va payer, tout ça là. Et une telle démarche va ralentir le développement économique du pays. Mais c'est là où les valeurs morales étaient en place. Et donc, on faisait seulement handshake, on se serre la main et puis le marché était conclu. Voilà. La dégradation des valeurs morales dans un pays, ça peut conduire à la destruction ou bien au non-développement de ce pays. C'est pourquoi le Togo est parmi les pays les moins développés au monde. Parce que les valeurs morales ne sont plus à leur place. Les valeurs morales ne sont plus à leur place. Ça, c'est un gros sujet.
Et je considère que pour redresser notre pays demain, les dirigeants, l'élite qui doit venir doit être une élite qui est équipée, qui est armée d'une éthique irréprochable. Évidemment, personne n'est saint, personne n'est... Tout le monde quand même présente des faiblesses, mais c'est un aspect, c'est un côté qu'on doit vraiment surveiller. L'éthique et la vie morale de la prochaine élite qui va diriger notre pays, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment de près. Et aujourd'hui, quand on suit ce qui se passe du côté du Gabon, on voit comment un seul individu a engrangé jusqu'à 10 milliards, 100 milliards. Au bout de 4 ans de carrière, 2 ans de carrière, on se demande dans quel monde nous sommes en fait. Je ne pense pas qu'ailleurs cela est possible, mais bon. Chez nous en Afrique et au Togo, je pense que le cas du Togo est encore pire, serait pire. Quand on a atteint ce niveau, il y a vraiment à se poser des questions. Il y a vraiment à se poser des questions. Docteur, tu soulignais au tout début que la peur est un indicateur justement qui permet de mesurer, d'observer la décadence, la régression d'un peuple. On peut, quand on parle de la peur, on parle de la soumission, on parle de la résignation. Tu as parlé également de ce défaitisme, en fait. Donc, les concepts qui tournent autour, en fait, de l'impuissance apprise dont tu as parlé. Comment se construit, au fait, la peur? Comment se construit la soumission, comme on l'observe dans notre pays, le Togo? Comment ce régime-là a-t-il réussi, au fait, à construire la peur, à soumettre tout le peuple dans une soumission, disons, c'est une répétition, à mettre tout le peuple dans une soumission servile? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on construit la peur et la soumission dans un peuple? La peur, il y a déjà ce qu'on appelle en allemand Urangst. La peur originelle, je peux essayer de traduire ça en français. Et je sais pas comment vous le dites en français. C'est-à-dire qu'un être humain, il est conçu d'abord en tant que zygote, et puis il y a le développement prénatal. Donc, dans le ventre de la maman, l'enfant a sa sécurité. Donc, quand l'enfant vient dans le monde, où il se sent séparé de sa maman, qui est tout pour lui, et donc il y a cette peur, la peur de la séparation entre l'enfant et sa maman. Donc, c'est là, cette peur avec laquelle on vient sur la terre, elle est aussi protectrice. La peur... Oui? Oui, vas-y, oui. Je mettais au fait un autre concept aussi là-dedans. Ça, c'est le concept qui a été développé, appelé l'anxiété de séparation. Donc, quand l'enfant vient au monde et puis fait face, justement, donc, aux contingences de la réalité sociale. Oui. C'est ça. Donc, quand l'enfant, le petit bébé qui est né, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il pleure. Parce qu'il a peur de ne pas trouver à manger. Donc, c'est en criant, en réagissant à cette peur à cause du manque de nourriture qui fait que le papa ou bien la maman lui amène la nourriture. Donc, la peur, quelque part, elle est une bonne chose. Normal. Quand tu vois un titan de 40 pieds foncer sur toi, si tu n'as pas peur, ça veut dire que mentalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, cette peur, elle te protège. Maintenant, quand on en arrive à une certaine peur qu'on peut calculer de dysfonctionnelle, quand tu as 30 ans et que tu vois une araignée, tu es un homme de 30 ans, quand tu vois une petite araignée et puis tu commences pas à courir, ou bien tu vois une mouche et tu commences pas à courir, ça veut dire que tu as besoin d'attention psychologique. Donc, maintenant, j'ai essayé de différencier entre ces deux peurs. Nous sommes citoyens togolais. Le Togo est une république. Sur le papier, le Togo est une république. Mais dans les faits, on a fait une autocratie. Donc, cette autocratie aussi vit du fait que
chacun ayant peur se donne une certaine limite dans ses actions. En parlant, les gens vont te dire que oh, moi je veux parler parce que j'ai peur, qu'il a peur qu'on va l'amener en prison. Il y a des gens qui ont subi des trucs. Au lieu d'aller porter des plaintes, ils ont peur qu'en portant des plaintes, ils peuvent être poursuivis par autre chose. Donc voilà comment ce régime est arrivé à instiller la peur. Je ne sais pas comment on peut dire en français. Comme on prend le tampon, en allemand on dit Einprägen. Et là, comment on te tamponne avec la peur. Donc le Togolais, il naît dans la peur, il grandit dans la peur, il vit dans la peur et il meurt dans la peur. Voilà comment on a conditionné le peuple togolais à penser que Eyadema et son fils, c'est des surhommes. Donc toutes les richesses du pays appartiennent à ces deux personnes-là seulement. Même les policiers, les gendarmes et les militaires qui sont armés, eux-mêmes, ils ont peur de quelqu'un qui n'est qu'un civil. Vous pouvez imaginer, ce n'est plus... ça devient dysfonctionnel. Au Burkina Faso, au Niger, au Mali, quand les soldats ont vu que les sous-préfets de la France, les sous-préfets du colon sont en train de détruire la destinée de leur pays, ils ont pris leur responsabilité. Au Burkina Faso, c'est un petit capitaine. Un jeune capitaine, il a pris sa responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans son pays. Au Togo, nous avons des colonels, des généraux, machin. Et puis ça tourne dans la peur. Jusqu'à ce que celui qui est civil vienne les arrêter. Le colonel Madumba, dans le camp militaire le plus sécurisé du Togo, il a été égorgé. Et général Katanga, un général de l'armée, on vient, boum, on le prend. Tous les autres, le général Hassan Tidjani, qui a pris l'hélicoptère pour aller massacrer les gens en 2005, Fort l'a arrêté, a mis en prison. On a mis des choses dans son corps et à 2 jours de sa mort, on l'a laissé partir en France. Celui qui était général de l'armée togolaise, à la fin, quand il est mort, il a été enterré au Nigeria. À cause, tout cela, à cause d'une certaine peur qui est irrationnelle, qui est dysfonctionnelle. Parce qu'à un moment, il faut affronter sa peur. Le jour où tu affrontes ta peur et que tu arrives à vaincre, maintenant c'est toi qui deviens roi. Dans le cas contraire, c'est la foi qui guide tes sentiments, ton comportement, ta vie quotidienne, c'est la peur qui guide ça. Comment est-ce qu'on peut vivre, comment est-ce que l'individu peut accepter vivre dans la peur qui contrôle maintenant ses sentiments, sa pensée, son comportement? Je ne sais pas. Donc du coup, au fait, aujourd'hui, la peur est devenue une structure mentale, au fait, que portent les Togolais et qui structure évidemment, qui guide leurs actions, qui guide leur comportement. Je tiens à souligner qu'il y a plein d'études qui ont été menées dans le domaine des neurosciences qui montrent à quel point comment le cerveau réagit aujourd'hui donc sous la terreur et tout ça. Donc certainement on aura l'occasion un jour de revenir là-dessus et donc de considérer que c'est une affaire sérieuse, c'est une situation très sérieuse. Comme tu le disais tout à l'heure, le Togolais naît dans la peur, il grandit dans la peur et puis meurt dans la peur. Donc du coup, progressivement, c'est une structure mentale qui est transmise aussi entre les générations. Est-ce que c'est correct là parce qu'on est dans un régime qui fait bientôt 60 ans? Est-ce que c'est pas une structure mentale marquée par la peur qui est transmise d'une génération à une autre? Quand on voit par exemple que certains de nos aînés sont aujourd'hui des handicapés, ils portent encore des blessures de ce régime, ils n'ont jamais été soignés, ils n'ont jamais été pris en charge. Quand nous, la jeune génération, nous voyons ça, on est déjà terrorisé par ça. Certainement aussi qu'à travers l'éducation telle que nous l'avons reçue à l'école, à la maison, tout a été, cette peur a été transmise en définitive, en fait. Est-ce que les traumas que le peuple togolais a vécu sous ce régime-là jusqu'à maintenant n'ont pas contribué justement à façonner, à fabriquer cette structure mentale et qui se transmet d'une génération à une autre, docteur? Un jour, dans l'une de mes formations aux employés du travail social, aux travailleurs sociaux, je leur avais dit que le traumatisme se transmet. Yeah. Et j'ai été sévèrement attaqué par les participants parce qu'ils ne comprennent pas de quoi je parle. La peur est un événement, la peur arrivée à un degré devient un événement traumatisant. Et dans ce sens, il a le pouvoir de contrôler le comportement
et comment dire, notre sentiment est autre chose. Maintenant, quelqu'un qui a vécu une situation de peur, il pense après que c'est parce qu'il n'avait pas le contrôle sur la situation, c'est pourquoi il a été confronté à une telle situation. Donc, si cette personne, quand cette personne a mené des enfants à charge, cette personne tente de donner comment dire, à l'enfant de penser que tu dois tout contrôler dans la vie. Tu dois contrôler tout, même l'incontrôlable. Donc, c'est parce que lui, il pense qu'il n'avait pas contrôlé une situation dans sa vie qui a causé ce qui lui est arrivé. Et maintenant, il donne maintenant aux gens qui sont à la charge, il transmet ce traumatisme par des comportements, par des demandes qui ne sont pas normalement de bonnes choses. Donc, le traumatisme est vécu par l'individu, se transmet dans l'environnement. Ce n'est pas du côté génétique, je n'en sais pas beaucoup de choses, mais dans l'environnement, c'est-à-dire dans les interactions entre cette personne et les gens qui sont autour de lui, cette transmission, elle est là, elle est claire. La peur que les gens ont au Togo, c'est une peur qui a été transmise de génération en génération. Il y a un mois et demi, j'avais fait une conférence ici sur la colonisation. C'est là où je me suis rendu compte de beaucoup de choses. En je pense 1818, avec le fameux docteur Nassigal qui est venu au Togo, il a installé à la suite un gouvernement extrêmement violent. Ça a duré 32 ans. Et quand les Allemands sont partis, immédiatement les Français sont venus. Les Français aussi, leur manière de diriger au Togo était extrêmement... C'est plus violent que celle des Allemands. Donc, 32 ans de violence gouvernementale chez les Allemands, 42 ans avec les Français, et 5 ans, entre parenthèses, de Sylvain Olympio, 5 ans de paix, entre parenthèses. Et maintenant, 42 ans de Yadema et 20 ans de Foya Sibé. Quand tu ajoutes tout, je suis arrivé à voir que pendant 136 ans, les Togolais vivent sous divers régimes militaires violents. C'est ça, c'est ça. Vous ne connaissez aucun peuple qui a subi une telle violence pendant cette longue période de temps. Ça contribue à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est très intéressant ce que dit. Je ne l'ai jamais pensé, moi, personnellement, de cette façon. Évidemment, il y a tout un débat épigénétique autour de ça, la question, donc, génétique, la question héréditaire, ou est-ce que c'est juste par des conditionnements, par le biais de l'éducation et tout ça. On sait que déjà par le biais de l'éducation, ça se transmet, donc à travers les réflexes, la pensée et les émotions qu'on véhicule, mais on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a des modifications donc, au niveau de la structure de l'ADN et tout ça aussi qui se transmet. Bon, ça c'est tout un autre débat. Mais ce que je tiens vraiment à mettre en avant et pour lequel je te félicite vraiment dans cette réflexion, c'est que moi, personnellement, je n'ai jamais, en fait, porté mon regard jusque là où tu l'as porté. Donc, avec Gustave Nachtigal, qui est arrivé, si ma mémoire est bonne, je crois, autour, donc, de 1884, plutôt, au fait. Je crois bien. C'est ça. C'est ça. C'est plutôt 84, 85. Et puis après, autour de 80. Bon, bref. Le peuple togolais a déjà vécu des violences terribles, des violences politiques de colonisation terribles en ce moment-là. Et puis après sont venus les Français et on sait vraiment tout ce qu'ils nous ont fait subir. Donc jusqu'aux années 40, 50, 60 avec les luttes de libération pour obtenir donc l'autonomie et puis après pour obtenir donc l'indépendance. Donc carrément ce peuple-là est dans une structure de peur, de violence, de terreur pendant plus d'un siècle déjà en fait. Et ça, je tiens vraiment à te tirer chapeau par rapport à la qualité de cette réflexion que tu avances. Et je vais m'en saisir vraiment pour modifier un peu en fait aussi mes réflexions par rapport à ça. C'est tellement très très intéressant et intellectuel ce que tu avances à ce niveau-là. Je vais y ajouter une petite touche. Ouais. Ce qui nous intéresse, ce qui peut nous intéresser, toi et moi, à cause de notre domaine de formation en psychologie, c'est qu'il y a les escaries. Autant depuis la période coloniale allemande, pour venir la période coloniale française,
il y a les Askaris. Les Askaris, c'est des Togolais que le colon a pris. Il a donné une petite formation militaire. Oui. Mais maintenant, on leur donne des fusils. Et quand le peuple togolais se soulevait contre le colon, c'est les Askaris, c'est-à-dire des citoyens togolais qui sont armés, qu'on envoie pour aller tirer sur le peuple. Or, ces policiers, ces gendarmes, ces militaires togolais, eux-mêmes, ils souffrent aussi de la colonisation. Donc, quand ils transfèrent ça aujourd'hui, nous avons les policiers, les gendarmes, les militaires togolais qui souffrent eux aussi. Et pourtant, quand le peuple se lève, c'est eux encore qui vont commettre le massacre sur le peuple. Donc, le peuple togolais a devant lui les mêmes Askaris. Depuis 1884 jusqu'à 2025, c'est les mêmes Askaris que les Togolais ont devant eux. Auparavant, pour maintenir le colon, aujourd'hui, pour maintenir le suppôt du colon. Donc puisque comme tu le sais, en psychanalyse, que les expériences passées ont une incidence sur le comportement, les sentiments et des autres dans le présent. Donc, quand le Togolais d'aujourd'hui voit le policier, les gendarmes et les militaires togolais, ce qui lui a été transféré, donc il pense immédiatement aux Askaris pendant la période coloniale. Donc le problème, il est sérieux. Tout à fait. Et notre armée doit prendre conscience. Notre armée doit prendre conscience parce que dans le temps, quand on parle des Askaris, c'était des individus qui n'étaient pas allés à l'école, ils ne connaissaient pas grandes choses, ils voyaient le colon, ils pensaient que c'est un dieu. Mais les policiers, les gendarmes et les militaires togolais, vous êtes allés à l'école. Vous ne pouvez pas permettre que notre pays soit gouverné dans le bonheur du colon pendant que nous souffrons dans notre pays. Ça n'a pas de sens. Et c'est vous qui empêchez le peuple d'acquérir sa liberté, comme les Askaris empêchaient nos aïeux d'avoir l'indépendance. Tout à fait. Mais nos aïeux, quand même, à un moment donné, par sursaut d'orgueil, par sursaut patriotique, parce que face à la dignité humaine bafouée, aux tortures qu'on leur infligeait, ont su à un moment donné quand même se défaire de leurs bourreaux, se défaire de leurs tortionnaires, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui que le peuple togolais, jusqu'à présent, ne réussit pas au fait à se libérer de ce régime? Est-ce que quelque part nous sommes devenus complices au fait? Est-ce que nous sommes des complices passifs à notre propre malheur? Est-ce que quelque part nos élites qui devraient normalement contribuer à éclairer la conscience collective n'ont pas démissionné de leur mandat, de leur rôle, au point qu'aujourd'hui on a à se poser beaucoup de questions par rapport à cet esclavagisme que nous sommes en train de subir, appelons les choses par leur nom, sous ce régime-là? Est-ce que quelque part, est-ce que le peuple, par ses responsables politiques, ses leaders politiques, ses élites, de façon générale, intellectuelles, politiques, militaires, religieuses, tout ça, est-ce que quelque part on n'a pas démissionné de notre mission, au point qu'aujourd'hui nous avons conduit le peuple dans son ensemble, mais lié au fait devant ce régime-là? Oui, avant de répondre à la question, il y a quelqu'un qui a écrit que le Togo n'a jamais été une colonie française. Je suis d'accord avec toi. Dans la loi,